Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur les influenceurs de la microscopie à force atomique et les 10 papiers les plus importants. Alors, au vu du nombre de publications, si on ne considère pas les 5 dernières années, la microscopie à force atomique est un domaine en constante évolution. Ce sont des milliers de chercheurs et scientifiques qui ont contribué à son développement. Nous allons parler de certains des plus grands noms de ce domaine et de leurs travaux les plus importants, en identifiant les 10 papiers les plus cités dans le monde scientifique. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur ces pionniers de la microscopie à force atomique. Alors tout d'abord, l'histoire de l'AFM est reliée à celle d'un microscope de la même famille, le microscope à effet tunnel, dont le sigle est STM, de l'anglais Scanning Tunneling Microscope. Alors la légende serait celle de la découverte accidentelle du STM en 1981 par deux physiciens en électronique en Suisse, Gerd Binnig et Heinrich Rohrer. Alors vous les imaginez dans leur garage en train de construire le soir à la sortie de leur boulot une version rudimentaire du microscope avec des pièces de bricolage, des jouets de gamins pour mouvoir la pointe de l'appareil et puis des fils de tungstène pour faire la pointe. Ils auraient remarqué des oscillations en regardant par hasard le courant qui passe entre la pointe et l'échantillon sur un écran d'oscilloscope. La période de ces oscillations ne dépendait pas de la fréquence de balayage, c'était donc une image à haute résolution des surfaces atomiques. Alors sérieusement, cette histoire est largement exagérée et simplifiée. Certes, le microscope n'a pas la taille et la complexité d'un microscope électronique, mais elle ne reflète pas tout le processus de recherche et de développement qui était très rigoureux et qui a été mené par les deux chercheurs de IBM Research Laboratory en Suisse. Alors à cette époque, IBM était le leader de l'industrie informatique et avoir des surfaces ultra propres en électronique était crucial pour étudier les propriétés électroniques. Alors, cette découverte a été considérée comme l'une des plus importantes avancées dans le domaine de la microscopie, et ça valait bien un prix Nobel en 1986. Avec une pointe, il était possible désormais de voir les atomes dans le réseau direct sans passer par la diffraction des rayons X. Et cette pointe métallique devenait une sonde nanoscopique pour mesurer un courant dont les origines sont quantiques. Les électrons peuvent passer une barrière de potentiel de surface et ils peuvent être captés par la pointe si celle-ci est dans le champ proche de la surface, c'est-à-dire à quelques nanomètres de la surface. Alors c'est en 1986 qu'un autre microscope à champ proche voit le jour, en Californie cette fois-ci. C'est toujours le même chercheur, Binnig, et la société IBM, mais Binnig travaille ici avec Kelvin Kueit, qui était déjà connu pour avoir développé dans les années 70 un microscope acoustique ultrasonore. Donc vous voyez, c'est le début de la collaboration pluridisciplinaire entre notre électronicien Binnig et puis ce mécanicien Kueit. Alors l'idée, c'est de pouvoir mesurer des forces extrêmement faibles qui agissent sur les Z-atomes, c'est-à-dire les atomes à la toute extrémité de la pointe. Alors le premier papier, c'est un PRL et ils annoncent qu'ils sont capables de détecter des variations de force de 10 à la puissance moins 16 newtons et même encore plus faibles. Alors ils ont réussi ce tour de force avec les premiers leviers flexibles. Alors ils avaient une longueur de 500 microns, 0,5 mm et ils étaient fabriqués à partir de feuilles d'or de 25 microns d'épais. Mais on verra ce principe plus tard dans une prochaine vidéo. Alors, 10 à la puissance moins 16 newtons. C'est beaucoup ou pas? Et au fait, c'est quoi pour vous le Newton? Pour expliquer ça, il faut remonter à une autre légende. Vous vous rappelez, un Newton était sous son pommier et une pomme d'environ 100 grammes lui est tombée sur la tête et il s'est crié « Oh, un Newton !» Et l'AFM peut mesurer 10 à la puissance moins 16 newtons. Vous imaginez la prouesse. Alors je vous rappelle que les forces intermoléculaires les plus faibles qu'on connaisse entre deux atomes, ce sont les forces de Van der Waals. Et elles sont de l'ordre de 10 à la puissance moins 11 newtons. Donc détecter 10 à la puissance moins 16 dans l'air, ça signifie qu'on peut détecter les interactions entre atomes. Au bout de votre index, notre limite de détection c'est de l'ordre de 10 millinewtons par centimètre carré. Et en fait, notre doigt et la pointe de l'AFM sont sensibles à la même pression de l'ordre de 100 pascal, 100 newtons par mètre carré. Donc c'est juste la surface de contact
qui est beaucoup plus petite dans le cas de la microscopie à force atomique. C'est l'avènement des nanoscopes. Alors vous voyez ici une image de résolution atomique obtenue grâce à ces forces. Donc l'échantillon, vous voyez qu'il n'a pas besoin d'être conducteur, cela peut être un diélectrique, un isolant, et là, on pense tout de suite à la révolution que cela peut constituer pour la microscopie en sciences de la vie. Imager avec des forces, cela signifie que l'on n'est plus limité à des études sur des matériaux conducteurs. On va pouvoir aller sonder tout type de surface, y compris des surfaces isolantes et douces comme la biologie, et pas uniquement dans le milieu du vide, mais aussi en milieu liquide. Et ça, c'est une vraie révolution pour la biophysique et les nanosciences. Et c'est bien ce qu'a compris très vite Paul Hansma, un autre physicien, toujours en Californie. C'est lui qui, le premier, a fait progresser la compréhension de la façon dont l'AFM peut être utilisé pour mesurer les propriétés mécaniques des matériaux biologiques, tels que les cellules ou les tissus. Alors, il a cherché à comprendre les mécanismes moléculaires de l'adhésion cellulaire et les propriétés mécaniques de la matrice extracellulaire. Alors, cette matrice extracellulaire, elle est composée de molécules telles que les fibres de collagène et les glycoprotéines, qui donnent à cette matrice des propriétés mécaniques qu'on peut caractériser par une rigidité, une élasticité, une viscosité. Et en fait, cette rigidité, lorsqu'elle est accrue sur la paroi cellulaire, elle peut entraver la circulation des nutriments ou des signaux, et ça va entraîner des maladies telles que la fibrose, la sclérose en plaques. Donc vous voyez que l'AFM participe à quantifier des paramètres influençant la migration, la prolifération, la différenciation et la survie des cellules. Alors en Europe, en particulier en Allemagne, on prend conscience aussi très tôt que la connaissance des forces de surface est importante, non seulement pour les sciences de la vie, mais pour tous les matériaux. Depuis les travaux d'Israël Agvili, on savait mesurer les forces, mais Hans Booth, un chercheur du Max Planck Institute, grâce à l'AFM, va permettre de révéler la richesse et les hétérogénéités des surfaces. Et ça, c'est un point qu'on avait tendance à simplifier par communauté de représentation théorique. Et donc montrer expérimentalement tous les équilibres en solution entre les forces électrostatiques, les forces de Van der Waals, mais aussi les forces liées à l'eau, les forces d'hydratation. Donc on découvre alors la complexité, mais aussi toutes les potentialités des nanostructurations locales. Donc contrôler les interactions entre les surfaces permet de mieux maîtriser l'adhérence, la lubrification, la déposition des couches minces, et donc la formation de nanostructures, mais aussi la résistance, toutes les résistances, celles qui sont liées à la corrosion, et puis les stabilités thermiques. Alors toujours au Max Planck, vous avez Hermann Gaub, qui montre que l'AFM est l'outil de prédilection pour étudier les relations entre la structure et la fonction des assemblages moléculaires, et en particulier les protéines. Et donc de mesurer les forces entre molécules uniques, c'est un rêve qui devient réalité. Et par là, c'est étudier la stabilité, la réactivité des molécules complexes. Alors en biologie, il est maintenant clair que l'altération des interactions entre protéines affecte la fonction biologique et dans la survenue des maladies, on pense aux maladies neurodégénératives. Alors c'est au Japon que l'on a voulu aller plus vite avec la pointe en développant la microscopie à grande vitesse, en anglais le High Speed AFM. On parle de faire une centaine d'images par seconde pour suivre les processus dynamiques. On pense bien sûr au départ à suivre les cinétiques des réactions chimiques et des interactions moléculaires, et puis la déformation viscoélastique de la matière morte. Donc l'exemple le plus fameux est le suivi du déplacement, vous voyez ici, d'une protéine, la myosine, le long d'un filament du cytosquelette d'actine. Et on peut mesurer, estimer la vitesse de marche et donc mieux comprendre le transport intracellulaire. Alors plus récemment en France, Alexandre Dazy a couplé les techniques. On l'a déjà dit dans la vidéo précédente, l'AFM est complémentaire avec plein d'autres techniques. Et la spectroscopie infrarouge, IR, fournit des informations sur la composition chimique de la surface de l'échantillon. Tandis que l'AFM, lui, permet une analyse de la morphologie de la surface, c'est-à-dire de la structure. Donc, lorsque les deux techniques sont couplées, il est possible d'obtenir localement la composition chimique et la structure de la surface des échantillons. Alors, pour conclure, j'aimerais parler des travaux développés par Yves Dufresne et Daniel Müller en Europe.
Donc la spectroscopie de force va mesurer les variations de force moléculaire en réponse à des perturbations environnementales, c'est-à-dire mécaniques, thermiques, électromagnétiques, mais aussi en fonction des groupements chimiques greffés à la pointe. Donc l'AFM devient une véritable boîte à outils à l'échelle nano, est extrêmement prometteur pour ouvrir de nouveaux champs interdisciplinaires à l'échelle nanométrique, obtenir des données toujours de plus en plus nombreuses qui sont colocalisées. On parle de mécanobiologie ici, mais on va pouvoir parler aussi de nano, mécano, électro-optoscopie en biologie. Donc vous voyez comment, en plus de 30 ans d'existence, l'AFM s'est transformée grâce à ses influenceurs en un outil de multi-analyse pour les protéines, les polymères, les matériaux, les systèmes biologiques et les surfaces, et ceci pour développer de nouveaux matériaux, pour mieux représenter la biologie cellulaire et examiner les causes microscopiques des maladies. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.